Bien, donc nous allons commencer par créer un modèle explicite sous Abaqus, puisque c'est l'essentiel du contexte de travail pour la mécanique des solides. On va donc créer une pièce. Vous voyez qu'Abaqus est structuré en modules. On commence par le module pièce, et donc on va créer une première pièce. On va créer une pièce perforated plate en 3D, de type déformable, et on est en solide, on fait pas d'hypothèse particulière de simplification sur la modélisation. Et on garde une size approximative de 20 cm. On commence par créer le carré. Donc pour ça on peut cliquer, on peut aussi donner les coordonnées des deux coins opposés. Donc ici moins 0,05 et plus 0,05 puisque la plaque est un carré de 10 sur 10 en centimètres. Je travaille ici en unité SI, de façon à pas compliquer les choses sur les grandeurs lues. On rajoute le trou, donc on fait un cercle au centre et Abaqus conclura tout seul que s'il y a un carré qui est autour d'un trou, eh bien le seul endroit où peut y avoir de la matière de façon cohérente, c'est entre le carré et le rond. Voilà, on valide en cliquant sur Done. Il nous demande à la fin quelle est la profondeur d'extrusion et on met 2 mm. On obtient donc notre pièce, c'est le moment de sauver le modèle. Voilà que j'enregistre dans Perforated Plate. On va ensuite pouvoir rajouter des données matériaux. Là on a une géométrie, on va venir mettre des données matériaux. Donc on déroule dans les modules, on va dans Property, on rajoute un matériau, qu'on appelle par exemple style pour acier. On pourrait mettre une densité, une masse volumique, mais elle n'est pas utile ici. On va plutôt aller dans les aspects mécanique et élasticité. Renseigner le module Young, 2.1 10 puissance 11 Pascal, et le coefficient de Poisson à 0,3. Maintenant, ce matériau tout seul, il suffit pas, on va créer une section qui dit à Abaqus, ce matériau, tu l'utilises en 3D volumique. Et ensuite, on va venir assigner la section à notre géométrie. Donc on crée notre section. On lui donne un petit nom, on voit que parmi ce qu'on peut choisir ici, on reste sur du solide homogène, on fait pas d'hypothèse particulière encore une fois dans la modélisation. Du coup le seul paramètre c'est quel est le matériau à utiliser, c'est de l'acier, ok, et on va venir assigner cette section à notre pièce. Donc Abaqus nous parle en bas, on sélectionne la pièce ou la région, et puis on clique sur Done ou sur la roulette de la souris, ce qui sert à valider aussi. La section où il n'y en a qu'une, on valide, la pièce devient verte. Souvent vous oubliez cette étape de pièce qui devient verte, donc de section assignée. On va ensuite rajouter cette pièce dans notre problème, c'est-à-dire dans l'assemblage. On pourrait créer des pièces et puis jamais les considérer dans notre problème, ou au contraire on peut créer une pièce et la dupliquer dans l'assemblage. Ici on ajoute une seule pièce, on n'en a qu'une, et puis là on va choisir de mettre un maillage indépendant, donc c'est-à-dire un maillage. Si je mets plusieurs fois la même pièce, je peux vouloir faire sur toutes les instances le même maillage, ou au contraire avoir des maillages différenciés. Là on vient de choisir un maillage différencié, un maillage sur chaque instance. Donc ça a ses avantages, on peut mailler différemment chacune des instances, ça a aussi des inconvénients. Vous allez voir que le travail de maillage peut prendre un certain temps. Eh bien, ça veut dire que si j'ai 3 instances, il faudra que je fasse 3 fois ce même travail. Donc c'est à choisir soigneusement en fonction du problème traité. Ok, on enregistre et on va maintenant pouvoir créer une étape de calcul, step, pour dire à Abaqus que nous, ce qu'on va faire, c'est de la statique. Lui, il n'en sait rien, si on fait de la dynamique, de la statique ou autre chose. Par défaut, c'est de la statique qu'il vous propose, c'est bien ça qu'on va choisir. On va lui donner un petit nom tout simple. Ce qu'on fait lors de notre chargement, c'est appliquer une pression. Donc, je vais juste mettre static load sans plus préciser. Ok. Là, c'est des détails de calcul qui nous concernent pas pour ce cas simple. On enregistre et on passe maintenant, donc on voit en termes d'étapes qu'il y a forcément une étape initiale et l'étape de calcul qu'on a mise. Ces étapes, elles vont servir à dire à quelle étape j'applique des chargements. Je peux avoir des cas de chargement complexes. Ici, on va créer un chargement de type effort, donc load. Ce qu'on va appliquer, c'est une pression, donc on va l'appeler pressure par exemple. On s'en fiche, on lui donne le nom qu'on veut, c'est juste plus simple pour nous pour s'y retrouver après quand il y en a beaucoup.
Et donc on va dire à Abacus maintenant, parce que peu importe le nom qu'on lui a donné, lui sait pas ce que c'est, on voit que c'est affecté à la step static load, on pourrait l'affecter à la step initiale, mais c'est mieux de le faire à la step static load, ça fait plus sens. Et donc Abacus nous parle en nous disant sélectionner les surfaces sur lesquelles cet effort va être appliqué. Donc je sélectionne la face de droite, je fais tourner, et puis en appuyant sur la touche Shift, pour pas perdre la sélection précédente, je vais venir sélectionner la face de gauche. Ok, ça c'est fait. On dit ensuite à Abacus que c'est fait, en cliquant soit sur la roulette, soit sur le bouton Done en bas. Et il va alors nous demander quelle est la valeur de la pression à appliquer. Donc nous on a une pression de 100 MPa, on va pouvoir taper 100, le 10 puissance 6 peut se faire à l'aide du symbole E puissance 6, ok. Si je fais ça, Abacus gentiment me dessine ce que ça va faire. Et là on voit que c'est un effort de compression. Hein. Si on regarde le dessin, on voit que c'est un effort de compression. On va donc venir modifier ça, faire un edit. Pour lui, par définition, la pression, elle s'applique en comprimant la surface qui a été indiquée. C'est contraire à l'idée de vecteur normal à la matière, mais peu importe. Et donc, on vient rajouter un moins, de façon à avoir bien un effort de tension et non un effort de compression. Ok, donc maintenant on peut regarder notre pièce. Les flèches sont dans le bon sens. On peut regarder si on a mis des conditions limites en déplacement. On demande le Boundary Condition Manager, puisque ce que Abacus entend par Boundary Condition, c'est en déplacement, sinon il appelle ça des loads, des charges en effort. Et on voit bien qu'il n'y en a pas. Ça, c'est volontaire. Ici, je n'ai pas rajouté les conditions limites en déplacement qu'on a déterminées dans l'étude préliminaire, de façon ici à vous montrer ce que ça fait quand on a des translations et rotations qui persistent qu'on n'a pas bloquées. Et puis on viendra les rajouter après. Donc ce qui nous reste à faire, c'est un maillage. On va pour cela se rendre dans le module Mesh. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'icônes placées plutôt au début qui permettent de placer des seeds, que ce soit de façon globale ou sur certaines arêtes uniquement. Ça va nous permettre de déterminer à peu près où seront les nœuds de nos éléments, hein, c'est-à-dire les coins de nos éléments. On va pouvoir demander à Abacus de faire un maillage en cochant Mesh Part Instance. On va pouvoir aussi, on va pas l'utiliser ici, mais le guider sur comment construire ce maillage, et puis il y a le choix des éléments utilisés. Donc là, on va utiliser une taille globale de 5 mm, c'est ce qu'il propose par défaut, il adapte ça à la taille de la pièce. On voit sur les parties extérieures où vont tomber ces petits nœuds. On va choisir le type d'élément. Ici, on va choisir des éléments hexaédriques. Donc on sélectionne la région pour lesquelles on veut assigner les éléments. Puis on clique sur Done. Nous, ce qu'on va choisir, donc, sont des éléments hexaédriques, quadratiques, qui sont plus riches que linéaires, ça nous fait des interpolations de plus haut niveau, et on va décocher Reduced Integration, qui permet de gagner du temps de calcul, mais qui peut aussi amener quelques problèmes, notamment pour les problèmes à forte symétrie. Vous voyez qu'on aurait pu choisir d'autres types d'éléments, vous verrez ça une autre fois. Ok, une fois qu'on a fait ça, on peut sortir du module enfin pas du module, mais de l'outil Assign Element Type, et on va pouvoir demander à Abacus de réaliser le maillage. Donc oui, on est d'accord pour mailler la part instance, et voilà le maillage qui en résulte. Donc vous voyez que ce maillage, il a peu de choses dans l'épaisseur, puisque on n'a qu'une seule maille dans l'épaisseur. Or nous, on voudrait bien vérifier l'hypothèse de contrainte plane, et donc ce serait plus intéressant de mettre au moins 2 mailles dans l'épaisseur. Donc on va venir corriger ce maillage, de façon à obtenir nos 2 mailles dans l'épaisseur. Ce qu'on peut remarquer ici aussi, c'est que donc ce maillage respecte pas les propriétés de symétrie, hein. Abacus construit pas forcément des maillages très structurés, et c'est pour ça qu'il y a des moyens de l'obliger, avec notre intelligence humaine, à faire des maillages plus structurés, ce qu'on ne verra pas là tout de suite. On va d'abord supprimer le maillage existant, de façon à pouvoir lui imposer de raffiner donc 2 mailles dans l'épaisseur et raffiner aussi au bord du trou. On voit qu'ici c'est encore assez grossi au bord du trou.
Or, comme on a dit qu'il allait y avoir des concentrations de contraintes, c'est des lieux qu'on veut particulièrement bien décrire. Donc pour effacer le maillage, on va rester appuyé longtemps pour faire apparaître les autres outils. Voilà, la gomme, oui, on veut le supprimer. Et puis, on va aller s'attaquer maintenant au fait de raffiner, donc seed edges seulement, on va mettre des coins sur certaines arêtes. Donc on va venir sélectionner les 4 petites arêtes. Donc pour ça, comme vous voyez, c'est pas forcément facile de les attraper, on utilise l'outil zoom, c'est soit la touche F5, soit vous avez une icône avec une loupe, ici, voilà. Pour sélectionner l'une puis l'autre, eh bien il faut tout simplement garder la touche Shift enfoncée. Une fois qu'on a nos 4 arêtes sélectionnées, on clique sur Done, et on va pouvoir lui dire que nous, ce que l'on veut, c'est avoir 2 éléments. On va donc sélectionner la méthode ByNumber. Du coup, nos choix vont changer, et voilà, il nous demande nombre d'éléments. On lui en demande 2, donc c'est bien 2 par arête sélectionnée. Apply, on voit que ça rajoute un petit triangle au centre de l'arête. Ok, donc ça c'est pour les arêtes, pour avoir nos 2 mailles dans l'épaisseur. On va vouloir aussi raffiner ce qui se passe sur les bords du trou, de façon à avoir un maillage plus resserré et donc une meilleure approximation de ce qui s'y passe. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à demander à Abaqus de remailler la pièce en appuyant longtemps sur l'icône qui était devenue avec une gomme pour récupérer l'icône maillage. Vous voyez qu'effectivement, on a bien nos 2 mailles dans l'épaisseur et que les bords du trou sont mieux maillés, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure description des contraintes. L'étape d'après, c'est de lancer le calcul, donc pour cela, on se rend dans le module Job. Une fois qu'on est dans le module Job, on peut créer un nouveau job, c'est ce qu'on va faire, et puis on va lui donner un petit nom qui précise qu'on n'a pas mis les conditions limites en déplacement. On accepte les réglages par défaut, et puis donc quand on va dans le Job Manager, on peut soumettre le calcul. Là on voit en pied de fenêtre que Abaqus nous donne des informations pour nous dire où il en est. Il a commencé par vérifier qu'il n'y avait pas de soucis dans les inputs, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de résoudre un problème complètement idiot, et puis ensuite il fait le calcul à proprement parler, et une fois que ça c'est terminé, on peut visualiser les résultats, donc cliquer sur Results, et ce qui nous emmène dans le module Visualisation. Vous voyez que le module a changé de nom tout seul. Là, vous voyez que pour l'instant on ne voit pas grand chose, on va mettre des ISO couleurs. Par défaut, ici, il nous affiche la contrainte de von Mises. Vous voyez en haut que vous pouvez choisir ce qui est affiché. Ici, c'est von Mises. On peut afficher sigma 1,1, S11 ou Abaqus, c'est sigma 1,1. On voit apparaître les valeurs. On voit qu'effectivement, ces valeurs sont plus grandes au bord du trou et qu'on est autour de 300 MPa, puisque 3 10 puissance 8 Pascal, ça nous fait 300 MPa. Ce qui veut bien dire que on est cohérent ici avec ce qu'on avait trouvé analytiquement dans le cas de bord infini, d'une plaque infinie, de bord infiniment éloigné. Ici, le trou est suffisamment loin des bords pour que, vu du trou, la plaque puisse être considérée à peu près comme infinie. On voit ici, en faisant varier le plan de coupe, que les choses ne changent pas dans l'épaisseur de la plaque. On peut changer de composantes du tenseur des contraintes qu'on visualise. Ici, on visualise sigma 2,2. Pour sigma 3,3, puisqu'ici, à part quelques petits lieux qui sont plus des choses, à mon avis, numériques qu'autre chose, on est intégralement autour de 0. Là, l'échelle ne permet pas de voir qu'on est à 0, mais on voit qu'on est très en dessous de sigma 1 en termes de valeur. On peut regarder sigma 1,2. On va pouvoir regarder sigma 1,3. Et pour finir, sigma 2,3.
Donc une autre vue intéressante, quand on clique longuement sur cette icône, c'est de regarder la différence déformée et initiale. Et là, vous voyez que, bon, on voit bien que notre plaque elle est déformée, mais en plus, elle a quand même fortement bougé. Si on regarde dans les différentes vues classiques, XY, donc ça s'est un peu écrasé selon X, un peu allongé selon X, beaucoup écrasé selon Y, ça c'est normal. On voit ici qu'il y a une légère rotation. Si on se place dans le plan XY, on voit qu'il y a une translation du bord gauche, et là qu'on n'est pas parfaitement aligné avec le plan initial. Donc il y a eu des petites rotations qui ont été intégrées et des translations. Alors après c'est normal qu'il y ait des choses qui se translatent puisque quand même on tire sur la pièce, mais c'est pas forcément quelque chose de pratique, et là en fait ça va dépendre des pas de résolution qu'il va faire, mais il aurait pu vous envoyer votre pièce très très loin, il aurait pu la faire tourner beaucoup. Donc on va refaire une itération. Cette fois-ci, en mettant les conditions limites telles qu'on les avait spécifiées, on va vérifier que ça permet de ne pas avoir de surcontrainte et de ne pas venir modifier le champ de déformation. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est rajouter des conditions limites en déplacement, et pour ça, il faut qu'on retourne dans le module load. Dans ce module load, on va utiliser cette fois-ci ce que Abaqus appelle des boundary conditions, donc en déplacement. Et si je vous laisse reprendre vos notes, il y a un point, ces 3 déplacements sont bloqués. Le point A avait ces 3 déplacements de bloqués, U1, U2, U3. Donc cette condition, je vais l'appeler point A, et vous voyez qu'il y a une liste avec symétrie, antisymétrie, encastrement, c'est ça qu'on va choisir. Donc ici, on sélectionne ce point A, et on lui dit encastrement. Donc il vous dit aussi qu'il bloque des rotations, ici ça n'a pas trop de sens, sur un seul point, on le laisse faire. On vient ensuite attraper le point B, qui est dans la profondeur du point A. Et sur ce point B, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer U1 et U2 seulement. Donc cette fois-ci, on va l'appeler point B, on va utiliser non pas des symétries, etc., mais displacement rotation uniquement, parce qu'on ne veut pas tout bloquer à la fois. Continue, on sélectionne le point, et puis là, on va sélectionner donc U1 qui est selon X dans le repère d'Abaqus, U2 qui est selon Y dans le repère d'Abaqus et dans le nôtre, et ces deux-là, on les veut nuls, donc on laisse le 0 par défaut. Ok, et puis la dernière des choses à faire, c'est bloquer la translation selon U1, donc selon X du point C, qui est tout en haut dans le fond, on va dire, à gauche. On sélectionne le point C. Et donc cette fois-ci, on ne coche que U1, puisque c'est uniquement U1 que l'on veut bloquer. On sauvegarde. Il n'y a plus qu'à relancer un job. Le maillage n'est pas changé. On va créer un nouveau job, lui donner un nom qui dit que cette fois-ci, on a mis des conditions limites en déplacement, et le soumettre. Une fois que les calculs sont réalisés par Abaqus, on peut cliquer sur Results, se retrouver dans le module visualisation, lui demander des ISO contours. On est ici en superposition configuration initiale, configuration actuelle, et cette fois-ci, on voit bien que les choses sont bien alignées, peu importe le plan dans lequel on regarde, il n'y a pas eu de petite translation ou de petite rotation. On a bien défini les choses, et par contre on voit bien que nos valeurs et le champ et l'allure des champs sont inchangés par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure. On n'a pas surcontraint le problème.
On peut de nouveau regarder sigma 1, se placer dans le plan XY pour avoir la carte, une carte classique quand on étudie une plaque trouée ici. Une carte classique du champ de contrainte.